notre invité, donc Roberto Casati, qui est directeur de recherche au CNRS. Là, je suis obligé de prendre mes notes parce que le curriculum vitae est très long. Donc, vous avez beaucoup de titres. Donc, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études de l'EHESS, directeur de l'Institut Jean-Nicot de l'ENS-EHESS de Paris. Et vous travaillez sur la navigation spatiale et sur les outils cognitifs qui permettent d'y remédier ou de la prévenir. Vous avez écrit de nombreux articles, vous êtes un navigateur émérite, vous avez passé beaucoup de temps sur la mer, en voilier. C'est même un peu l'objet d'un de vos derniers livres qui s'appelle Philosophie de l'océan, qui est là. On va faire un peu de promotion, voilà. Publié, on va éviter les cascades par ailleurs, publié en 2022 aux presses universitaires de France. Et vous travaillez aujourd'hui justement à un livre sur la perception du vivant. Et donc, je vais vous laisser la parole, nous raconter tout ça. Alors, il va être question de trucs, de bazar, de stuff. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation qui me fait très grand honneur. Merci du micro parce que moi je parle bas, vite, mal. Et donc au moins je ne parlerai pas bas. Et le reste, malheureusement, c'est pour vous. Je vais juste vous montrer une image en trait matière, puis on va enlever l'écran, parce que là c'est quand même du vintage. Donc une chose dont je ne vais pas parler, mais dont j'aimerais parler à un moment, concernant la perception du vivant. Alors moi je travaille dans un laboratoire, je dirige un laboratoire à l'interface entre les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences cognitives. On a des linguistes, on a des philosophes, on a des psychologues. Et donc je suis habitué à une certaine interdisciplinarité et je passe mon temps à essayer de comprendre des choses qui concernent l'esprit humain et sa complexité, l'architecture de l'esprit humain en particulier, comment il est organisé. Et ainsi dans mon laboratoire. Et donc il y a toute une partie de l'étude de la cognition qui concerne la perception du biologique. Donc apparemment nous sommes équipés pour faire une distinction dans notre champ de vision entre ce qui est biologique et ce qui ne l'est pas. Et ce sont on a pour ainsi dire un moteur très puissant qui nous permet de le faire. Et ça c'est les résultats de recherche de pionniers de Johansson dans les années 60, qui avait fait la chose suivante. Enfin, il avait collé des petits voyants sur les articulations des personnes, il les a fait marcher dans le noir. Et donc, avec un stimulus très apeuré, vous pouvez voir si il y a un mouvement biologique ou pas un mouvement biologique. Enfin, poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un... Donc, vous voyez, il y a pas mal de façons de contrôler ce type de... une personne qui marche ou un robot. Enfin, il y a pas mal de façons de contrôler différents paramètres. Mais finalement, on a découvert qu'on est tous très facilement, enfin, tous capables de faire la distinction entre ce qui est biologique et ce qui n'est pas biologique. Donc, le vivant est ancré dans notre cerveau. Et cela avec un stimulus qui est très pauvre, mais vraiment minimaliste. On ne voit pas les visages, on ne voit pas les vêtements, on ne voit pas la forme. On comprend, là il n'y a pas toute l'expérience, on comprend si c'est un homme ou une femme. Et donc cela signifie qu'on a quelque chose dans notre cerveau qui sait, tout n'est pas forcément biologique ici, mais il y en a qui sont... Et c'est impressionnant, non? C'est 6 points, 7 points. Avec 7 points, votre cerveau est capable de... Qu'est-ce qui fait votre cerveau, en fait? Il est en train de calculer une réponse à la question biologique, pas biologique. Donc, il fait des computations. Et ces computations, c'est l'objet de notre recherche, en général. Donc, essayer de comprendre comment le cerveau arrive, en utilisant ça comme entrée, à avoir la sortie. C'est un objet biologique qui est en train de marcher ou pas. Donc là, c'était vraiment un grand classique qui avait beaucoup surpris les collègues à l'époque, et à partir duquel on a vraiment développé une vaste littérature sur la perception du mouvement biologique. Cela pour dire qu'on a des ressources conceptuelles ou perceptives pour la perception du vivant. Donc et ça, c'est un d'autres types de vivants, évidemment. Plantes versus animal,
humain, non humain, plancton, etc. Visible, invisible, enfin il y a plein de clivages ici qu'il faut explorer. Alors mon projet pour ce soir, c'est pas tellement d'explorer les ressources que nous avons, mais d'essayer d'investiguer dans quelles autres ressources nous pouvons puiser de façon un peu extractive dans notre esprit pour un projet qui est un projet essentiellement politique. En réalité, un projet politique dont le point de départ est ce qu'on vient d'entendre. En fait, je fais l'hypothèse que mes collègues philosophes, je suis un philosophe également, on résout la question de l'unité du vivant. Et on résout par la positive. Enfin, oui, il y a une unité du vivant. Il y a une unité du vivant, et cette unité, elle est là, et peut-être on ne la voit pas, et peut-être le fait qu'on ne la voit pas fait problème dans notre démarche, dans l'action que nous devons prendre d'ici 2030. Voilà, juste pour se donner un horizon temporel connu. Et donc ma question va être, en faisant cette hypothèse, donc on a résolu la question métaphysique, biologique de l'unité du vivant, what next? Qu'est-ce que nous faisons à partir d'ici? Parce que je crois qu'on est aujourd'hui dans une phase que j'appellerais post-négationniste. Donc je peux dépenser mon énergie pour convaincre les gens qu'il y a le réchauffement du climat, qu'il y a la perte de la biodiversité. Basta. Enfin, on a compris, on est dans les médias, c'est partout en fait. On est dans la façon dont nous habillons aujourd'hui. Enfin, je n'ai plus de temps à perdre là-dessous. C'est la prochaine phase qui m'intéresse. Comment faire en sorte qu'à partir de ce constat qui est collectif, il y a des négationnistes résiduels quelque part qui vont nous dire non, c'est pas vrai, vous voyez, il fait froid, donc c'est pas vrai. Donc on laisse tomber ce type de conversation, mais à partir du constat, qu'est-ce qu'on fait quelles sont les armes? Je parle à bon escient d'armes conceptuelles pour s'occuper de la crise et pour faire les gestes qu'il faut faire pour des objectifs que je n'ai pas besoin de partager avec vous. Donc, alors, je suis philosophe, je dirige un centre de sciences cognitives qui s'occupe de ce type de problèmes, en fait, la compréhension de l'esprit humain. En particulier, c'est sur quoi je travaillais et sur quoi travaille mon laboratoire, c'est aussi des freins. Les freins qui sont là devant la question de la crise, la question du changement de comportement. Donc je vais parler un peu de ça en entrée, et ensuite je vais donc m'arrêter sur l'hypothèse que je viens d'énoncer. Il n'y a pas de spoiler chez moi, tout est clair, il y a déjà la fin du discours. Donc l'hypothèse est qu'on a résolu la question de l'unité du vivant, et maintenant on va vers où? Et parmi les pistes, parce qu'il y a beaucoup de pistes, il n'y a pas une solution qui, je pense, va marcher pour toutes les circonstances, tous les contextes. Parmi les pistes, il y en a une qui m'intéresse, qui est celle de la perception, et dont on a parlé aussi tout à l'heure, la sensibilité. Et je vois un double mouvement, qui est un mouvement de figure-fond. Là, je suis figure, il y a un arrière-plan. Alors, pour rendre plus saillant les vivants, on peut travailler directement sur notre perception du vivant, et donc essayer de l'enrichir par des éléments théoriques ou rituels dont je vais parler, ou on peut faire aussi quelque chose d'un peu différent, de rendre moins saillant les non-vivants. Donc travailler non seulement sur la figure, mais sur l'arrière-plan. Donc je parle à des artistes que je crois ont une idée très claire de ce que je vais... On va peut-être essayer de brouiller l'arrière-plan pour rendre saillant les vivants. Et c'est quoi l'arrière-plan? L'arrière-plan, c'est les mondes d'objets que l'homme et les femmes ont produits dans notre environnement. Donc c'est un constat plus ou moins consensuel, et comme quoi dans les années 10-20 de ce siècle, la masse totale anthropogénique, donc des choses que l'humanité a produites, des artefacts, des objets de différents types, enfin des maisons, barrages, avions, cette masse est maintenant équivalente à la biomasse. Donc on a autant d'artefacts qui se baladent dans le monde en termes de poids, de volume, d'infrastructure,
que de biomasse, c'est-à-dire ça va du plancton jusqu'à la girafe. Enfin, si on va peser ça, si on va regarder la masse, ça s'équivaut. Et ça ne s'arrête pas, en plus. Donc ça, évidemment, si on en est arrivé là, c'est pas qu'on a atteint un plafond, c'est que ça va encore augmenter. Et donc, on est entouré d'objets anthropogénérés. Et ces objets font obstacle à notre perception du vivant. Non seulement ils sont aussi très nuisibles au vivant dans la plupart des cas. Une route. Une route nous permet d'aller d'ici à Blois. C'est un élément de connexion. Mais en même temps, c'est une barrière pour le vivant. Dès que vous faites une route, à chaque fois que vous faites une route, vous faites des îlots qui bloquent les passages. Donc, et mon idée en général, c'est de travailler sur des changements de perspective qui permettent d'avoir cette mise en arrière-plan de l'objet et mise en évidence du vivant. Alors, comment ça marche en fait? Les philosophes font beaucoup de choses, mais moi j'ai fait une chose parmi les choses que font les philosophes, c'est qu'on appelle la négociation conceptuelle. Ou d'autres appellent ça le conceptual engineering, l'ingénierie conceptuelle. Donc on a besoin de concepts, pas forcément de nouveaux noms, mais vraiment de concepts différents. Et si on n'en a pas, on doit les créer. Mais pour les créer, on doit forcément puiser dans notre répertoire, qui est un répertoire très ancien, biologique, etc. Donc il faut un peu le reconfigurer. Je fais un exemple, une négociation conceptuelle. Mes parents sont nés en 1934. Ils se portent bien, très âgés. En 1948, l'Italie, qui est mon pays natal, a eu une transition très importante à la fin de la guerre. Donc elle était une monarchie avec une dictature. Et elle est devenue une république. Donc mes parents, tout en restant les mêmes entités biologiques, il n'y a plus de changements par la couleur de leur peau, de leur cheveux, rien n'a changé, mais ils sont passés d'un statut de sujet à un statut de citoyen. Donc un concept très différent s'appliquait à mes parents. Il était tout petit, enfin, il avait 14 ans, mais c'est un concept qui a exigé un vaste travail conceptuel. Ça a pris 2 années de l'Assemblée constituante en Italie pour redéfinir des choses comme le travail, la famille, la citoyenneté, des choses qui n'étaient pas dans la constitution monarchique qui datait de 100 ans avant, dans laquelle tous les articles concernaient les prérogatives, les droits du roi. Et 2-3 alinéas concernaient les sujets. Donc, par exemple, l'article 1, et on va y revenir de la constitution italienne, dit que l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. Cela signifie qu'elle n'est plus fondée sur les privilèges. Et donc mes parents pouvaient trouver leur place dans la société en s'identifiant à un travail. Leur place dans la société n'est pas attribuée à la naissance par un privilège. Il y a plein de discussions sur la notion de famille. Évidemment, il y a les partis communistes d'un côté, les démocrates chrétiens de l'autre. Enfin, beaucoup de choses sont passées. Tout n'est pas parfait, mais 2 ans de négociations conceptuelles ont permis à une population entière, des millions de personnes, de se reconnaître dans un nouveau concept. Le concept qui est le concept de citoyen. Cela n'a rien à voir avec les vivants, mais c'est juste pour donner une idée. J'ai travaillé beaucoup sur l'océan. Là aussi, il y a plein de négociations conceptuelles qui me semblent importantes et aussi sensibles. Enfin, il faut peut-être réviser notre rapport sensible avec un objet qui est très loin, mais je vous propose en philosophe une expérience de pensée. Pour parler du sujet qui m'intéresse aussi concernant en partie les vivants, c'est le concept d'altérité, différence radicale. Imaginez une population d'extraterrestres qui va explorer les systèmes solaires et d'autres systèmes planétaires. Et donc ils envoient des sondes par ici et par là. Il y a 2 sondes qui, un peu au hasard, un peu comme les balises Argo qu'on utilise en biologie, tombent sur Terre. Donc il y a une qui tombe au milieu de l'océan Atlantique et l'autre qui tombe au Kazakhstan, dans les steppes. Bon, ils prennent des notes, ils prennent des photos, des mesures, etc. Et
Puis il rentre à la maison et il met tout ça dans des archives. Tout est bien stocké dans les archives, mais bon, un jour, il y a une catastrophe, les métadonnées de l'archive sont effacées. Donc il y a juste les contenus des carnets, des voyages, les photos et tout cela, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors l'archiviste a un problème intéressant, je pense, et je crois que vous partagez mon intuition que l'archiviste aura de la peine à comprendre qu'il s'agit de la même planète, juste en regardant les résultats des observations qui ont été faites au milieu de l'Atlantique et au milieu des steppes. Au bout d'un moment, la composition de l'atmosphère, l'ADN des organismes, mais premier abord, les formes, les paysages, tout est différent. Donc l'océan est un monde complètement autre, complètement différent. Tout est liquide, tout bouge, il n'y a pas de point repère, on ne peut pas se protéger de l'ombre, du vent, enfin, rien n'est solide. Et il n'est pas du tout fait pour notre système cognitif qui a évolué dans un monde très stable, avec avec des repères, avec de l'ombre. On a parlé tout à l'heure, l'ombre est un superbe sujet. Et mon souci a été celui d'essayer de réduire la distance cognitive qu'on a, nous, par rapport à l'océan. Et en particulier par rapport aux vivants qui se trouvent dans l'océan. Donc, une façon ici, c'est de créer un concept. L'océan est comme une exoplanète pour nous. Littéralement. Il n'y a pas un peuple de l'océan, par exemple, si vous y réfléchissez. Il y a plusieurs peuples qui se réclament en tant que peuple de l'océan, qui vivent de la mer, qui vivent en mer, mais il n'y a personne qui vit vraiment dans la mer. Il n'y a pas un peuple qui vit... Vous faites une exploration, vous ne trouvez pas quelqu'un au milieu de l'Atlantique qui a créé une communauté, nageur, enfin, ça n'existait pas. Donc l'océan est vraiment pour nous une exoplanète, quelque chose de très distant, conceptuellement. En même temps, c'est quelque chose dont nous dépendons complètement. Nos dépendances de l'océan sont totales. Enfin, on serait totalement grillé du point de vue de la chaleur, c'est l'océan qui absorbe la chaleur, l'excès de carbone qu'on a généré anthropiquement, la base de la chaîne trophique, la construction de tout l'oxygène au début de la vie de la Terre était faite par les phytoplanctons. C'est une exoplanète symbiotique. Donc voici les concepts qu'on peut forger ici, et qui nous obligent à négocier un espace, une distance, essayer de la réduire tout en acceptant que la distance existe. Donc je ne pense pas qu'il y a, dans la négociation conceptuelle, je ne pense pas qu'il y a une clé, une solution finale pour tout. Il y a toujours un espace qui est ouvert, des négociations. Donc, je me retrouve dans ces concepts d'exoplanète symbiotique, je ne veux pas forcément l'imposer. Je pense que si on y réfléchit, on arrive à comprendre notre position par rapport à l'océan. On est loin de l'océan, je suis complètement d'accord. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes amis des ONG qui travaillent sur l'océan. Vous faites tout le temps des animations sur le littoral. Mais là, vous prêchez à des convertis. Il faut aller à Cérisy, il faut aller à Grenoble, il faut aller à Chamonix. C'est là qu'il faut porter l'océan. Parce que l'océan commence là où il y a des hommes et des femmes qui ont un rapport même distant avec l'océan. À cause de la gravité, tout va tomber vers l'océan. On travaille sur des difficultés de représentation. Imaginez que la Terre tienne dans un espace qui va de ces murs jusqu'ici. C'est 12 mètres à peu près. Donc imaginez que la Terre tienne dans cet espace, donc là, réduit, un gros ballon. Est-ce que vous pouvez me montrer quelle est, à votre avis, la profondeur moyenne de l'océan avec vos mains? Là, c'est une balle de ping-pong, là, c'est une orange, là, c'est un ballon de rugby. La profondeur de l'océan, montrez vite avec vos mains. Vite, vite, vite. La première chose qui vient à la tête. La Terre, c'est 12 mètres. Hein? 12 mètres. C'est 3 mm et demi. Tout le monde est surpris quand je dis ça. La réponse modale est à peu près ça, une vingtaine de centimètres. 12 mètres, c'est 12 000 km de
diamètre de la Terre, la profondeur de l'océan moyenne est 3500 mètres. La fosse des Mariannes est 11 mm. Donc nous, on se représente cet océan comme immense, gigantesque, mais en fait, c'est une fine couche d'humidité sur un grand rocher. Si vous prenez la Terre et que vous la réduisez encore plus à la taille d'un œuf, la Terre est 10 fois plus lisse, plus polie que l'œuf. Donc vous ne sentez rien, c'est comme une bille de marbre parfaitement polie. Si vous prenez l'œuf et que vous l'explosez à la taille de la Terre, l'Everest fait 100 km. L'Everest de l'œuf. De nouveau, l'océan doit tenir sur cette couche d'humidité à la surface, et c'est à l'intérieur de ça que se joue toute la vie sur la Terre. Donc c'est important. Une partie du travail philosophique est celui de donner un changement de perspective. Ça peut être par la taille, par des narrations, par des images. Et je termine sur cette première séquence et puis je passe aux choses plus difficiles. Mais je crois que l'exemple le plus intéressant de tout cela nous a été donné par un astronome, en fait, qui est Kepler. Kepler, à la fin du XVIe siècle, à la fin de 1580 et quelques, il était parfaitement convaincu de l'hypothèse copernicienne, mais il n'avait pas les données. Les données viendront de Galilée, avec la découverte des phases de Vénus, enfin, qui montre que les systèmes ptolémaïques est incompatible avec les observations. C'est une longue histoire, mais Kepler n'a pas ces données. Mais il s'est dit, est-ce que j'ai les ressources conceptuelles pour penser une Terre qui tourne sur elle-même, qui était l'axiome fondamental de l'hypothèse copernicienne. La Terre n'est pas au centre immobile, elle tourne sur elle-même. Et la plupart des phénomènes célestes sont expliqués par apparence, sont expliqués par ces mouvements. Il dit oui, j'ai ces ressources. Je prends un vaisseau spatial qui n'existait pas à l'époque. Donc il invente toute une histoire de sorcellerie dans un livre magnifique qui s'appelle Les Songes. Justement, c'est un songe. On ne peut pas perturber l'Inquisition avec ça. C'est juste un rêve de sorcellerie, tout est caché. C'est un livre magnifique. Mais il faut le lire avec un bon système de notes à pied de page parce qu'il y a des complexités astronomiques. Je prends mon vaisseau spatial et je vais sur la Lune. Une fois que je suis sur la Lune, je regarde la Terre. Alors, pensez ce qui se passe au fait, que la Lune tourne toujours la même face avec quelques petites librations vers la Terre. Donc vous voyez toujours la même face de la Lune. Cela signifie que si vous êtes sur la Lune, vous voyez toujours la Terre au même endroit, dans le ciel. Parce que de la Terre, vous voyez toujours la même face de la Lune. Donc si vous êtes sur la Lune, la Terre peut-être là-bas, là-haut, là, mais elle est toujours, ça dépend où vous êtes sur la Lune, mais elle est toujours au même endroit dans le ciel. Déjà ça, c'est un changement de perspective. Mais surtout, vous voyez que la Terre tourne sur elle-même. 28 fois dans un jour lunaire. Donc du point de vue de l'astronome lunaire, il n'est pas question que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Il n'y a aucun moyen purement cinématique de distinguer entre les deux. Il faut de la dynamique, il faut pas mal d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est que les données sont là. Pour Kepler, comme pour tout autre astronome, il n'y a pas une découverte scientifique. Il ne fait pas une découverte scientifique ici. Il a juste changé de perspective et il s'est dit, avec ce changement de perspective, je peux libérer l'imagination. Vous n'avez aucune raison de penser que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Mettez-vous à la place d'un astronome lunaire. Pour lui, il n'est pas question que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Elle tourne sur elle-même. Il la voit. Donc les changements de perspective créent une nouvelle sensibilité. Des problèmes métaphysiques sont déplacés vers des problèmes d'imagination. Et simplement, on n'avait pas une imagination suffisante. On était borné dans notre imagination, nous dit Kepler. Donc voilà mon projet. Est-ce qu'on peut faire du Kepler un peu partout, sur les vivants? Est-ce qu'on peut changer les perspectives sur les vivants sans s'encombrer de trop
des sciences. En fait, moi, je vais parler avec les scientifiques, je parle avec des biologues tout le temps. Je suis dans des grands projets européens maintenant sur la perception de la biodiversité avec Tara, avec l'université de la Méditerranée centrale. Mais je pense qu'on a quand même une certaine marge de travail pour les philosophes de pousser les données pour que le changement de perspective s'installe. Donc, on parle aux biologistes, on parle à nos collègues de la théorie de l'évolution, on sait à peu près ce qui se passe, on sait qu'on a coévolué avec les vivants, donc si moi j'ai les visages que j'ai, c'est parce que les haricots ont les visages qu'ils ont, enfin on a coévolué. On sait que si je suis là, c'est à cause du fait que beaucoup de choses sont passées avant moi, c'est pas juste que j'étais créé il y a 3000 ans, etc. Donc, pas mal de choses qui sont connues et on ne va pas les disputer. Donc, l'hypothèse est qu'on connaît maintenant l'unité du vivant. Et les problèmes, c'est qu'est-ce qu'on fait du point de vue de l'action politique pour passer de ces constats à l'action. Et là, je fais rentrer toute ma connaissance, tout l'armamentaire, tout l'armement des sciences cognitives. Donc, du cours que je fais maintenant depuis quelques années, ça s'appelle Climate Change and Change in Behavior, les changements de comportement suite au changement du climat. Et les interviews que je fais, c'est qu'on connaît de la littérature. Enfin, il y a des choses qui me semblent très importantes à dire tout de suite. Une, et je réponds à ce que vient de dire mon collègue, il y a une espèce de malédiction de la connaissance qui est une maladie de tous les scientifiques bio, physique, etc. Tous ceux qui ont écrit les rapports du GIEC, par exemple, l'idée était qu'il suffit de dénoncer la vérité, elle va éclater au grand jour, et voilà, ils vont tous s'aligner et tous commencer à faire ce qu'il faut faire. Ça fait 50 ans qu'on sait exactement de quoi ça retourne, après on constate de plus en plus, on le sait. Rien ne change, mais zéro. Donc les scientifiques se trompent complètement sur la façon de faire. Ils commencent à faire un pas, il y a des scientifiques qui ont dit, bon, nous on a fait notre job maintenant, la balle est dans les camps des scientifiques, des social scientists. Il y en a qui ont dit ça, moi je ne peux plus rien faire, donc il faut que je parle à des gens qui font les sciences sociales. Et je suis d'accord. Donc la balle est passée dans les camps de sciences sociales, il faut que les sciences sociales s'emparent du problème et qu'ils destinent peut-être de 50% des fonds de recherche à ce sujet. Mais là, c'est une question complètement différente. On sait des choses, on sait que le réflexe typique du scientifique, du corps politique, du journaliste, c'est de lancer une belle campagne de sensibilisation. Et on continue à faire des campagnes. À bâton rompu, des campagnes. Les campagnes, ça ne sert pratiquement à rien. Et ça, on le sait. On a fait des campagnes pendant des décennies. Je parle du cas de l'Italie, mais c'est généralisable. Sous les portes des ceintures de sécurité en voiture. Avec des photos des crânes massacrés, des dents cassées, des choses horribles, des personnes en fauteuil roulant. Zéro. C'est pas la campagne qui a changé la donne. C'est une mesure d'un certain type, une loi. On a fait des campagnes pendant des décennies sur l'idée de ne pas fumer dans des endroits publics. Moi, j'ai grandi dans des cinémas dans lesquels on fumait, dans des transports en commun dans lesquels on fumait. Et donc, on avait des campagnes qui montraient des femmes enceintes avec les fœtus déformés et des choses pas possibles pour décourager les gens de fumer dans des lieux publics. Les résultats, zéro, que dalle. On fait la mesure et les choses. Et il y a un problème ici qui, à mon avis, est très important. Les campagnes sont très intéressantes pour les pouvoirs publics parce que c'est des petits coups, un effet performatif très important, maximise les sentiments d'agentivité, donc d'avoir fait quelque chose, on s'est agité, mais c'est de l'argent gaspillé. Donc il faut, premier axiome que je voudrais défendre, arrêtons de faire des campagnes, allons chercher ailleurs. Il faut chercher des mesures. Les mesures, ce n'est pas facile. Les campagnes ont une utilité. Elles préparent la mesure, elles la rendent plus acceptable. Il faut accompagner la mesure. On ne peut pas tout simplement imposer 10 centimes de plus de taxe carbone, parce que vous voyez ce qui se passe après.
Il n'y a pas d'acceptabilité. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il fasse faire de la pédagogie pour introduire certaines mesures. Là, c'est une façon très infantilisante qu'on a mis en place ces dernières années pour parler de la responsabilité individuelle. Deuxième point, la responsabilité individuelle. Il faut arrêter d'embêter les gens avec des appels à leur sens de responsabilité dans la crise climatique. Il faut arrêter. Parce que, et je vois que vous n'êtes pas content de ce que je suis en train de dire, ben c'est pas par là que ça passe. Il faut arrêter de me dire, pour le trajet court, privilégier les vélos. À la fin de la publicité pour les voitures, excusez-moi. Non mais, je dis, excusez-moi, je ne suis pas un enfant. C'est dangereux. Pourquoi je dois choisir entre ma vie et la planète, choisir entre la fin du mois et la fin du monde, faire de l'écologie punitive, autopunitive? Je veux pas ce genre de... C'est pas une alternative qui m'intéresse. Elle est inacceptable politiquement, elle est inacceptable moralement, et ça ne sert à rien, parce que ça ne change pas les comportements. Ça change à la marge les comportements individuels, mais les gens qui veulent déjà aller en vélo de façon héroïque, le font déjà. Tous. Pas un seul. Exclu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes du vélo? Construire des pistes cyclables. Créer une infrastructure pour la mobilité durable. Donc, arrêtons les campagnes et arrêtons la culpabilisation et l'incitation individuelle. Créons des infrastructures pour la mobilité durable. Les résultats sont mesurables. Je ne sais pas si vous passez par Paris de temps à autre, mais si vous le faites, vous verrez ce qui se passait ces 4 dernières années. Après Hidalgo qui a tapissé 100 km de pistes cyclables, je crois, à peu près. Pendant la Covid, catimini, personne ne pouvait rien dire. Moi, j'étais un cycliste héroïque avant, et je suis passé 4 fois à l'hôpital à cause de ça. Je porte les cicatrices de la chose. Je vais parler des cicatrices dans un instant. Je suis devenu un cycliste récréatif. Je sors à 18h et je fais 1 heure de vélo dans Paris. C'est inimaginable. Il y a 5 ans, c'était inimaginable. Je ne lutte pas contre le... Et vous voyez, Paris est inondé de cyclistes. Des gens qui n'avaient jamais, ça se voit, pris un vélo de leur vie. Mais bon, ils apprennent. Enfin, c'est un apprentissage. Donc, il faut donner l'infrastructure. Et l'infrastructure, ça peut être aussi une infrastructure normative. Faire de l'ingénierie normative, créer des normes, créer des... on pourrait parler longuement de ça. Donc, les changements de paradigme. Et là, comme je ne suis pas politique, enfin, tout le monde est politique aujourd'hui, mais j'aimerais bien rentrer dans la chose que je sais faire un peu mieux, de travailler sur cette idée de la négociation conceptuelle, et donc reprendre les deux projets que j'ai, les projets de rendre les vivants plus saillants et de rendre l'objet moins saillant. Je ne suis pas sûr que ça marche, c'est une hypothèse, donc je suis prête à me faire démentir par les faits, mais je vais travailler un peu là-dessous. J'ai besoin d'artistes, j'ai besoin de biologistes, j'ai besoin de philosophes pour ces chemins. Alors, l'idée, c'est de travailler sur une chose que les philosophes appellent l'imprégnation cognitive ou la pénétration cognitive de la perception. L'idée qu'on peut enrichir notre perception par des concepts. Mais on ne sait pas très bien comment ça marche en plus. Ça, c'est la seule question. Donc on peut... Enfin, un jardinier, par exemple, a une vision de ce terrain qui est très différente de la mienne. Il voit des choses que je ne vois pas, mais ce n'est pas simplement dans les taxa, c'est vraiment l'état de santé d'une plante, sa capacité à résister au soleil, etc. Donc ce sont des choses qui sont visibles et perçues. Et ça dépend, ce n'est pas simplement qu'il a lu un manuel de jardinage, c'est pas ça, c'est une pratique, c'est des rituels, c'est des tentatives d'erreurs qui font partie de ce que j'appelle des apprentissages longs. Apprentissage long, c'est la voile, voilà, exemple. Un instrument de musique, les dessins, le jardinage. Il y a des apprentissages longs un peu partout. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie des apprentissages longs. Ce n'est pas une app qui va résoudre les problèmes de l'imprégnation cognitive, de la pénétration cognitive.
pour aboutir à ce que j'appellerais, c'est une notion sur laquelle je travaille, une perception politique, ou une politisation de la perception. J'aimerais bien qu'on puisse arriver à un moment dans lequel on se dit, bon, je terminais mon parcours de politisation de la perception. Cela nous oblige à faire ce que j'appellerais également un forcing, une pression méthodologique. Donc on va accepter des choses qui ne sont pas forcément acceptables, enfin des idées un peu loufoques parfois, mais si ça nous permet de revoir, aller sur la Lune et faire l'astronome lunaire, quelle idée bizarre, mais si ça nous permet de revoir et de reconceptualiser nos pratiques, les forcing est un point de passage, c'est qu'on pourrait appeler une technologie de transition. Mais toutes les technologies sont des technologies de transition. Et donc, pour finir, avant d'aborder la question, c'est l'idée d'aller puiser dans des ressources conceptuelles que nous avons déjà. Je ne vais pas trop inventer, en fait. C'est mieux de faire du recyclage conceptuel. Et là, tout le monde peut le faire. Il suffit de travailler d'imagination. Ma séquence finale, c'est de passer un peu en revue ce qu'on peut faire en 1 et 2. Donc, comment rendre saillants les vivants, d'un côté, les mettre au premier plan. Comment mettre les non-vivants à l'arrière-plan. Alors, idée des amis qui travaillent en réalité virtuelle, vous mettez des goggles, des viseurs, des réalités virtuelles, et puis tous les vivants passent un surligneur. Donc vous regardez, tout passe à l'orange, tous les vivants et tous les non-vivants. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas juste une intervention périphérique de colorier les vivants, ou vous pouvez aussi colorier les vivants, pourquoi pas. J'ai plusieurs pistes ici, et là je passe à modalité conversation complète. Donc c'est la première fois que je mets ça au grand jour. Une piste, c'est celle de travailler sur les enchevêtrements temporels, les différentes échelles. Une chose que nous apprend la théorie de l'évolution, c'est que ce que vous voyez autour de vous maintenant, c'est le résultat d'un processus très long, très compliqué, très coûteux. L'évolution est un gaspillage immense. Enfin, un ingénieur ne ferait pas un projet darwinien pour faire évoluer les vivants. Il serait lamarckien, totalement. Il dirait, il faut faire ceci, donc je vais allonger le cou de la girafe. Dieu serait lamarckien, pas du tout darwinien. Justement, Darwin n'est pas très aimé par les non-croyants, pour cette raison. Mais l'évolution est un gaspillage immense, c'est une théorie de la mort, en réalité, une théorie de ce qu'il faut gaspiller pour pouvoir obtenir ce qu'on a. Et donc, je crée des narrations en ce moment qui nous permettent de voir la temporalité dans la perception instantanée, à un moment T, d'un vivant. Et la narration, par exemple, est la suivante. Si nous sommes ici dans cette salle, chacun d'entre nous, c'est parce que aucun de nos ancêtres a failli dans la tâche de la réplication. Et c'est une très longue chaîne. Et on n'est pas assez reconnaissant. Aucun de nos ancêtres, il faut penser qu'il y a des millions d'années, c'était des petits mammifères, et des centaines de millions d'années, c'était des choses un peu visqueuses qui étaient dans la mer, etc. Aucun, pas un seul, des ancêtres qui viennent vers vous n'a failli dans c'est pas une tâche, il n'y a pas une obligation morale, tout simplement dans le mécanisme de réplication. Aucun. Et les chances de faillite sont énormes. Non seulement ça, il y a plus que ça. Il y a une espèce d'abîme ici, de gouffre temporel, mais un gouffre de possibilités. Mon grand-père a été blessé dans la Grande Guerre, donc dans la guerre pour nous c'est 14-18, pour vous c'est 15-18. Donc il s'est pris un shrapnel, un éclat d'obus dans les poumons. Et bon, il était un homme aisé, donc il était un capitaine, et donc il a été sauvé, heureusement, pour les 30 personnes qui sont dans la descendance de mon grand-père. Il aurait fallu d'un millimètre à gauche, peut-être, il aurait eu l'aorte coupée. Il y a énormément de facteurs qui font en sorte qu'un jour est arrivé où il a
couché avec ma grand-mère, et un spermatozoïde parmi des millions s'est retrouvé à être celui qui a généré l'identité de mon père. Et les chances que... Peut-être qu'on va censurer quand on parle de ça. Les chances que ça se produise, à chaque fois, c'est comme gagner, à chaque reproduction, c'est comme à gagner un loto immense, beaucoup plus grand que tous les lotos. Donc, non seulement nous sommes ici parce qu'aucun de nos ancêtres n'a pas failli dans la tâche de production, mais parce que à chaque fois, chacun de nos ancêtres a gagné un loto. Et je crois que j'aimerais trouver une façon de raconter ça pour que ça rentre dans notre perception du vivant. Et ça vaut pour tous les vivants, en fait. On est tous pendus sur un gouffre modal, donc des possibilités non réalisées, dans lequel mon père se déplaçait d'une façon différente jusqu'avant de se coucher avec ma grand-mère. Et c'était un autre spermatozoïde qui aurait déterminé mon identité. Donc je n'aurais pas pu être, moi, les fils de la reine d'Angleterre et du roi Philippe. C'est impossible. Il y a des fantaisies de possibilités qui vont dans ce sens. C'est simplement possible. Je ne peux pas être les fils de parents différents des parents que j'ai eus. Je n'aurais pas pu être le résultat de la rencontre d'un certain ovule, d'un ovule et d'un spermatozoïde différents de ceux qui, en effet, m'ont constitué. Mais les probabilités que ça s'est produit sont tellement minces que je crois que dans la perception, on devrait pouvoir exprimer quelque chose, un affect, comme on vient de le dire, et l'affect, ici, c'est celui de la gratitude. Et la gratitude doit s'étendre à tous les vivants, parce que si les choses se sont passées comme sont passées dans ces gouffres de possibilités, c'est aussi parce que tous les vivants ont coévolué avec moi. Les choses que je mange, que mes ancêtres mangeaient, que mes ancêtres ont échappé à des prédateurs d'un certain type, etc. Dans une coévolution. Et cette coévolution est visible dans les formes que nous avons aujourd'hui, dans les visages que nous avons. Nous avons ces visages et pas un autre visage à cause de cette coévolution et à cause de ces possibilités qui se sont réalisées. Alors là, je ne fais pas un cours de biologie, vous les voyez. Mais je prends juste des données simples, biologiques, et je les reconfigure de façon à rendre saillant la composante modale. Donc, modale, en termes philosophiques, c'est tout ce qui concerne la possibilité et la nécessité, qui n'est presque jamais discutée à l'intérieur de la biologie. En fait, la composante modale n'est pas discutée dans la biologie parce qu'elle concerne l'individualité. Pourquoi moi, plutôt qu'un quasi-frère ou un quasi-cousin qui serait ici et qui dirait des choses à peu près semblables, peut-être pas, serait ailleurs, en Russie, à faire des affaires avec les gaz, ou je ne sais pas. Enfin, tout est possible, justement. Et alors que la biologie ne s'intéresse pas à l'individu. Justement, la biologie s'intéresse à la généralité. Donc l'histoire de la biologie, l'histoire que raconte la biologie, est une histoire des traits, ce qui fait en sorte que j'ai un nez plutôt que deux nez, par exemple, ou les pulpes à 3 cœurs. Donc, j'aurais pu être un être avec 3 cœurs, pourquoi pas. Donc il y a un niveau d'explication biologique qui porte plutôt sur les traits qui sont communs entre moi et vous, mais un niveau qui échappe totalement à la biologie, qui est celui de l'individu. Et par contre, nous, on ne perçoit que des individus. Et donc, les jeux de la reconnaissance doivent se mettre en place à ce niveau-là, doivent tenir en compte des possibilités. Cela nous parle des échelles temporelles, évidemment. Il y a un télescopage des échelles temporelles. Mon visage est un résumé temporel d'une histoire. Donc, non seulement il y a de la vieillesse sur mon visage, une ancienneté, des cicatrices qui sont dues à mon âge, mais il y a aussi une profondeur qui est celle de l'histoire de l'évolution qui est amenée jusqu'ici. Et donc il faut savoir percevoir cette profondeur. Ça, c'est très différent des objets qu'on a autour de nous. Ils ont un âge, mais pas une profondeur.
et ils ne sont pas suspendus sur les gouffres des possibilités dont je parlais aujourd'hui. Ces gouffres des possibilités est constitutif de moi et de vous. Donc, et je ne serais pas ici si mes ancêtres n'avaient pas négocié ces possibilités. Parenthèse, télescopage d'échelle temporelle, je crois que c'est presque la définition d'Anthropocène. L'Anthropocène, il y a plein de définitions très intéressantes, mais une définition qui me paraît simple et claire, c'est que l'Anthropocène, chaque geste a une portée géologique. Donc on n'a plus des gestes, enfin, si je fais un geste comme ça, j'appuie ça, bon, évidemment, il y a une petite conséquence, mais chaque geste que nous faisons, on clique sur une commande de baskets en Chine, ils vont arriver après une semaine, les conséquences de ces gestes sont géologiques. La portée n'est plus simplement perturbation locale, ça va s'étaler sur des milliers d'années. Les plastiques qui est généré, les carbones qui est généré, les conforts dont on parlait tout à l'heure. Enfin, moi, je m'inscris en faux contre l'idée qu'on doit choisir entre les conforts et les vivants. C'est encore une des choses qu'on nous impose aujourd'hui, mais c'est encore la responsabilité individuelle qui est mise en jeu. Mais on peut discuter, on peut se réaligner sur ces points parce qu'il y a juste des questions sémantiques. Mais l'Anthropocène est l'âge dans lequel nous avons un confort tel qui est très coûteux, qui a des coûts, et ces coûts ne se mesurent pas sur l'échelle des minutes, des jours, mais sur l'échelle des siècles et des millénaires. Donc il y a encore un élément de télescopage, il faut percevoir nos gestes, même les gestes les plus stupides, comme un geste qui a un écho. Les gestes deviennent comme radioactifs. Il y a un fallout qui va durer pendant des millénaires. C'est comme chaque fois que vous achetez des baskets, ces baskets vont rester dans l'environnement pendant des millénaires, d'une façon ou de l'autre. Ne serait-ce que vous avez perturbé les planctons, qui étaient tout contents de rester au fond d'un gisement de pétrole, et qui capturaient du carbone pour gérer la basket. Et bon, là, on va en parler tout à l'heure du plancton. Donc il y a une amplification du geste, et là c'est aussi dans la perception, il faut voir nos gestes comme des gestes immenses, pas juste un petit mouvement du bras, des gestes qui ont des échos. La deuxième partie, c'est, comme je ne vais pas parler du vivant, donc je suis assez relax à l'instant, mais je vais être encore plus, plus spéculatif et je vais introduire un peu de violence aussi dans mon discours. Je ne pense pas que la violence soit forcément négative, au moins conceptuellement. Donc j'aimerais enlever la science aux objets, et là de nouveau, il faut que je parle à l'instant des sciences cognitives. Les objets tels que nous les connaissons, les objets autour de nous, les choses, donc un cahier, montre, lunettes, table, basket, planche, maison, poutre, des objets créés par l'homme ou la femme, ont été créés en la forme qu'ils ont parce que nous sommes très friands des choses de ce type. Notre système cognitif, c'est un peu comme c'est un peu comme les gâteaux au chocolat pour le cerveau, que d'avoir des objets comme ça dans son environnement. Nous avons évolué dans un monde dans lequel il y avait des pierres, des cailloux, des arbres, du vivant, mais la simplification que notre cerveau a fait dans l'évolution, c'est de se focaliser sur ce que mes collègues appellent des objets Spelke, S-P-E-L-K-E, Spelke, un collègue de Harvard, qui a étudié la cognition des enfants et qui avoue que les enfants, mais même les bébés, viennent au monde avec une théorie très précise de ce qui est la structure de leur environnement. Donc il est articulé des corps solides qui continuent d'exister s'ils sont cachés derrière un écran. Il ne disparaît pas, parce qu'il est caché derrière un écran, qui ont un devant et un derrière, donc ils ne sont pas juste de l'heure. Plein de choses on a découvert sur les enfants. Donc ils ont une théorie
essentiellement une théorie perceptive des objets, et ils sont surpris quand ils voient des objets qui ne se conforment pas à la théorie. Donc des objets qui, enfin, vous faites comme ça, puis vous enlevez, il n'y a plus l'objet. Ils sont très surpris, les enfants. Donc ils pensent que l'objet est stable. Et on a une batterie d'expériences qui sont géniales, qui montrent qu'on est vraiment aligné sur des entités autour de nous qui sont plutôt du type de celle-là que du sable, par exemple. Le sable est un peu limite pour nous. L'ombre est limite. Mais les objets sont vraiment au cœur de notre... Et donc, du coup, comme on sait les reconnaître, on est content de les avoir autour de nous, on les manipule, etc., on refait des objets tout le temps. Donc on génère des objets essentiellement. Des choses qui ressemblent à des objets Spelky. Et c'est très difficile de défaire. Moi, j'essaie de politiser les objets Spelky, donc de les déconstruire avec des projets qui vont mettre les objets Spelky un peu à l'arrière-plan. Parce qu'ils sont vraiment partout dans notre environnement et j'ai rien contre, hein, je veux dire, c'est juste un projet qui est lié à l'idée de mettre en avant les vivants. Donc je ne vais pas vous empêcher d'acheter des stylos ou des montres, etc. Pas du tout. Mais il est clair qu'on a trop d'objets autour de nous. Ça, vous me constaterez, on est dans un monde qui est totalement colonisé par des objets. Et je fais appel à votre mémoire, conversation, en famille, sur les achats. Moi, je parlais tout à l'heure à table, il y a quelques années, quand on invitait des enfants aux anniversaires de ses propres enfants, il fallait donner à tous les enfants qui arrivaient un petit sachet avec plein de petites choses qu'ils ramenaient. Une prolifération d'objets qui créent des objets, d'objets qui sont là pour des méta-objets, qui sont là parce que d'autres objets sont là, etc. Et donc, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se distancer des objets? Donc, la proposition que j'ai faite, elle ne marche pas très bien en français. Et voilà, donc je vais faire un petit travail collaboratif ici. En italien, en anglais, on a des termes qui sont des termes qu'on appelle des termes de masse. Un terme de masse en français existe en français aussi, hein, comme eau, comme sable. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 3 tables sur la table. Vous dites qu'il y a du sable. Ne dites pas qu'il y a 4 eaux par terre. Il y a des lots par terre. Un terme de masse, des termes qui ne voient pas les individualités, passent à travers les individualités et voient juste la composition matérielle. Donc on considère juste de la réalité de notre environnement, on considère juste l'aspect purement matériel, mais pas les individus. Les objets, par contre, c'est des individus. Donc, en italien, on peut massifier les objets en utilisant des termes roba, qui signifie grosso modo truc ou affaire, mais truc et affaire, malheureusement, c'est comptable. Donc, ce n'est pas un terme de masse. Il y a 3 trucs sur la table, il y a 4 affaires, etc. Bazar, peut-être, c'est un terme qui pourrait convenir. Donc, il y a du bazar sur la table. Vous rentrez de la brocante, vous avez acheté des choses qui semblaient très intelligentes au moment où vous les achetez à la brocante. Une fois qu'elles sont dans la maison, ce n'est pas très clair pourquoi vous avez acheté. Enfin, je ne sais pas, je pense que vous ne partagez pas ce que je dis, mais ça peut vous arriver. Pourquoi j'ai acheté ça? L'objet qui vous pose la question, pourquoi tu m'as acheté? Et donc, c'est du bazar maintenant. C'est du. Quel était l'autre projet? Enfin, l'autre. Un bric-à-brac. Mais c'est pas très satisfaisant. Oui. Terme, je cherche encore. Donc il y a du bordel, enfin plein de choses comme ça. Mais c'est, ouais, je peux pas. Si vous trouvez quelque chose qui va dans le sens de stuff par exemple, terme anglais qui marche super bien, stuff, c'est du n'importe quoi en fait sur la table. Et donc l'idée c'est de faire un peu comme Kepler, essayer de voir les objets sous l'angle du bric-à-brac, du bordel, du bazar, du stuff, de la robe, etc. Et donc prendre le point de vue du camion qui ramasse les poubelles, par exemple. Les camions, et pas les opérateurs, les camions qui ramassent les poubelles. Lui, il ne voit aucune différence entre la lampe, les plus chauds, enfin, aucune. Tout c'est du stuff. Et tout est complètement brouillé.
des broyeurs, c'est la même chose. Là, c'est l'incinérateur, c'est la même chose. Enfin, c'est des choses qui transforment des objets en matière. Si on veut pousser l'argument un peu plus loin, si j'ai encore 2-3 minutes, je pense, si on veut pousser l'argument un peu plus loin, on peut prendre la position qu'a pris un métaphysicien américain qui était très respecté. Il s'appelle Van Inwagen, et métaphysicien qui a travaillé, qui est toujours actif, je pense. Et il a travaillé sur la réalité matérielle, et il a une thèse extrême. Sa thèse extrême, c'est intéressant de voir parfois les thèses extrêmes comme le transhumanisme, etc. Mais là, il faut voir à quoi ça sert. Donc moi, j'imagine toujours qu'il y a un pragmatique derrière. La thèse extrême de Van Inwagen est la suivante. On n'a que 2 types d'entités dans le monde. On a ce qu'il appelle les atomes méréologiques, terme technique pour dire, pour votre théorie, ce que vous considérez être l'objet le plus petit pour cette théorie. Ça peut être un atome, ça peut être une molécule, ça peut être une portion de matière quelconque. Donc, choisissez une théorie, c'est pas important. Ça peut être des strings, ce que vous voulez. Donc il doit y avoir, dans toute théorie, il y a des objets non décomposables, des atomes, des objets qui n'ont pas de parties. Vous choisissez votre théorie, et puis vous avez des atomes. Pour Van Inwagen, les seules choses qui existent, c'est les atomes. Toutes les récombinaisons d'atomes n'existaient pas littéralement. Sauf, ça c'est un point intéressant pour nous, sauf les vies. Donc les entités qui ont des principes d'auto-organisation, etc., définissez comme vous voulez. Donc il y a une espèce de... Là, je parlais tout à l'heure de la profondeur modale, de la profondeur, ces gouffres temporels que je vais mettre en avant. Par contre, pour les objets, c'est l'inverse. Il y a une espèce de lac complètement plat de Van Inwagen où tout est exactement au même niveau. Rien n'existe, sauf les atomes qui composent tous les objets ici. Les objets, c'est des illusions. Ils sont tous des illusions. Je donnerai l'argument de Van Inwagen dans un instant. Et les vies. Donc, chaque fois si l'argument de Van Inwagen marche, chaque fois que vous construisez des objets, et surtout chaque fois que vous construisez des objets en utilisant des vies, comme en coupant des arbres, vous êtes dans une modalité nihiliste. C'est le nihilisme. Vous créez du rien, vous créez du néant, vous créez des absences. Parce que vous avez l'illusion de créer un objet, il n'y a aucun objet que vous créez. Position extrême. L'argument est le suivant. Bon, on dirait que ça existe, mais si on dit que ça existe, bon, c'est difficile de nier que sa moitié gauche existe et que sa moitié droite existe. Alors, il faut beaucoup d'arguments pour dire que si vous pensez que ça existe, la moitié gauche n'existait pas. C'est du boulot. Essayez de le faire, vous allez écrire des gros livres. Maintenant, même chose pour ça. Ça existe, mais sa moitié gauche existe, ça, et ainsi de suite. Mais si, disons, la moitié gauche de cet objet existe et que la moitié droite de cet objet existe, il existe aussi l'objet qui est composé par la moitié gauche de cet objet et la moitié droite de cet objet. Il existe des objets qui sont des compositions qui ne sont pas recoupées dans le monde comme nous aimerions recouper parce que nous avons les objets Spelky en tête. Mais, si ça existe, ça va vite partir vers un univers très dense d'objets. Parce qu'il existe aussi un objet qui est composé par cette petite tache blanche ici et la moitié gauche de Jupiter. Cette petite blanche ici, tache blanche ici, et la moitié gauche de Jupiter, moins une petite portion de gaz de Jupiter. Et ainsi de suite. Donc il y a une inflation d'objets immédiate. Donc ça, c'est le lac de Van Inwagen. C'est tout plat. Il n'y a que les atomes, en fait. Il dit, moi, je ne vais pas m'amuser avec cette inflation d'objets. Il y a juste les atomes. Et tout le reste, vous pouvez dessiner comme ça vous arrange, mais il n'y a aucun privilège pour aucun objet. Je répète, vous partez de ça, et vous arrivez vite à l'argument de Van Inwagen. La moitié gauche existe, la moitié droite existe,
Jupiter existe, il existe un objet qui est composé par la moitié gauche de ça, la moitié de ça, et Jupiter. Mais si ça existe, il existe un tel nombre d'objets que c'est complètement inutile en fait. Et c'est ça l'idée des Running Wagon. Ils sont trop. Et trop, c'est trop. Et donc, solution, aucun n'existe de ces objets. Ça, c'est brutal. Je l'ai dit, c'est une position extrême. C'est pire que le transhumanisme, je pense, même. Mais, il faut prendre le point de vue de Running Wagon, qui dit, à l'intérieur de tout ça, il y a les vivants. Lui, il dit ça pour des raisons qui sont liées... Il y a une partie métaphysique religieuse derrière. Pas obligé de la partager. Mais les vivants est saillant dans ces lacs. Dans ces lacs, il y a des choses qui semblent être des objets. Donc il flotte des objets spelky. Mais les vivants est saillant. Parce qu'il a une profondeur temporelle et modale. Il y a plein d'autres raisons d'être considéré comme saillant. Et donc là, c'est la fin du parcours, à un sens. Donc arriver avec des concepts qui nous permettent de relativiser le poids des objets. Je vous invite à faire le travail. Donc vous rentrez chez vous et commencez à regarder tout ce qui vous entoure sous l'angle de Running Wagon. Beaucoup de non-existants, tout simplement, des choses qui n'existaient pas. Pensez à l'investissement que nous mettons sur cette métaphysique de la non-existence, sur laquelle le bon point de vue est celui du ramassage des poubelles. Tout ça va se terminer, tôt ou tard, dans le ramassage des poubelles. On leur attribue une vie aux objets, presque des intentions, ils nous parlent, on dialogue avec eux, mais c'est que de la matière, c'est que la surface du lac de Running Wagon, qui n'a aucune profondeur d'ailleurs, c'est juste une couche. Comment, et là je vais terminer, comment continuer dans cette exploration de la science du vivant par rapport la science et la profondeur du vivant par rapport à la platitude du monde matériel non vivant. On peut introduire des rituels attentionnels. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je fais un exemple. Moi, je suis un dessinateur compulsif, donc c'est une espèce de pathologie. Je dessine beaucoup d'objets, mais beaucoup de vivants. Et les dessins, là, c'est être dans les moments et utiliser toutes mes ressources perceptives et aussi mon raisonnement, parce que dessiner, c'est pas juste regarder et tracer, c'est pas du tout ça. C'est un va-et-vient entre l'artefact cognitif et la je dessinais ces bancs et je me permets d'intervenir, je suis dans la vidéo. Il n'y a pas assez de bancs. Oui, d'accord, je vous dis. Je parle pour les syndicats des dessinateurs fait une motion, il faudrait 10 fois plus de bancs. Et donc il y a un rituel du dessin qui est un rituel perceptif. C'est une ritualisation de la perception. Et Morisot a raison sur les rituels. Faites ces gestes avec la salière. Tac, tac, pour vous souvenir du fait que vous avez l'océan en vous. Toutes les cellules de votre corps sont salées parce que pour vivre sur Terre, vous avez dû embarquer l'océan. Pour les dessins rituels qui engagent le raisonnement et la connaissance. L'œil de Cézanne de Merleau-Ponty, enfin, Cézanne qui étudie la géologie pour pouvoir représenter la Sainte Victoire. Puis il fait des choses qui n'ont rien sont complètement inutilisables par un géologue, mais enrichissent sa perception dans les moments où il dessine, il est en communion avec la Sainte Victoire. Par des rituels émotionnels, évidemment, c'est aussi, je pensais tout à l'heure, quand je vous racontais l'histoire de mon grand-père, c'est les rituels de reconnaissance. J'ai des copains qui embrassent des arbres, c'est très bien. Enfin, il faut le faire avec une pensée derrière, qui est la pensée que cet arbre est en train de séquestrer du carbone pour toi. Et donc, il y a l'expression de la reconnaissance peut passer par des choses que les arbres ne comprendront jamais. Peut-être qu'il faudrait faire des choses que les arbres pourraient comprendre aussi. Le rituel est important.
Bon, il y a tout le travail de Paul Venn sur l'idée que le mythe est une conséquence du rite. Donc, et c'est une idée de Pascal à l'origine, si vous voulez devenir croyant, il faut payer des messes. Donc, vous faites dire la messe plusieurs fois, et au bout d'un moment, vous verrez que les mythes, disons la croyance, ça va s'installer. Et c'est ce qu'il faut faire. Le rituel est important parce qu'il crée une mythologie des supports. Après, vous avez besoin de justifications pour le rituel. La justification génère des croyances. La croyance va contrôler d'autres comportements non rituels. Travailler sur les échelles temporelles signifie travailler sur des choses qui sont des presque objets, des choses limites comme la nourriture. Par exemple, là, je ne vais même pas ouvrir la complexité du discours sur la nourriture, sur la bouffe. Manger de façon responsable, mais c'est aussi un travail sur la cuisson, sur la transformation, sur la compréhension de l'échelle temporelle qui a amené la cerise jusqu'ici, à partir d'un parcours évolutionnaire très long. Et pourquoi la marier avec du sucre qui vient des Antilles, par exemple. Enfin, il y a une réflexion, une négociation conceptuelle sur la nourriture qui est à faire à chaque repas. Évidemment, les points de vue qu'on a aujourd'hui et les points de vue de Picard, magasin à haute énergie, qui voit tout comme des portions parfaitement fongibles. Enfin, moi, je peux acheter ça, c'est pas un supermarché quelconque. Un supermarché plus grand que Picard mettra les vivants et les non-vivants sur des cases linéennes, parfaitement classées, et ça ressemble tous à des objets Spelky. Il y a l'emballage, en fait, qui transforme n'importe quel non-objet Spelky en objet Spelky. Donc la réflexion sur la nourriture, c'est une déconstruction de la façon dont la nourriture nous est présentée. Des emballages avec des images incroyables. Il faut réfléchir, pourquoi cette image? Est-ce que je vais manger une chose qui est représentée par cette image? Quel est le rapport entre l'image, image non contractuelle, typiquement? Long chapitre sur les jardins, on va en parler une autre fois, mais il y a toute une philosophie de jardinage qui mérite un vrai chapitre. Mais marcher sans GPS. Là, il y a de la littérature là-dessous. Moi, je travaille beaucoup sur la désorientation spatiale, qui s'installe chaque fois que vous n'avez pas de repères visuels lointains. On n'est pas des souris, on n'est pas des pigeons, on n'utilise pas des magnétosomes, on n'utilise pas compte pas les tournants dans des tunnels. Enfin, on a besoin de repères visuels lointains. Vous effacez les repères visuels lointains, brouillard, nuit, haute mer, forêt, vous êtes désorienté. Ville, très dense, vous êtes désorienté. Paris est magnifique parce que de temps à autre, vous voyez Tour Montparnasse et Tour Eiffel. C'est toujours... Les bâtiments ne sont pas très hauts. Le GPS résout les problèmes de désorientation. Il crée, c'est mesuré maintenant, une incapacité à s'orienter. Donc on a une perte d'orientation. Mais je crois qu'il y a un problème plus vaste, plus important, qui n'est pas du tout étudié. C'est que le GPS, à la différence de la carte, qui vous oblige à faire des allers-retours entre l'environnement et la carte, où vous êtes sur la carte, où la carte est dans l'environnement, c'est le repère, il est où, etc. Le GPS ne vous oblige plus à regarder l'environnement. Juste à la négociation du prochain virage. Éviter les passants. Éviter les cailloux. Donc, dans la promenade GPS, on perd l'environnement, tout simplement. On perd notre regard sur l'environnement. Là, on pourrait faire un exercice. Vous pouvez le faire demain. Couchez-vous sur un côté et regardez les arbres pousser. C'est incroyable la variété d'inclinaison des arbres. Si vous ne voyez pas si vous êtes à l'endroit. Si vous couchez sur les côtés, les arbres, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils poussent avec tant de directions différentes? La gravité n'est plus le référentiel, le repère qui vous permet de faire la part de tout ce qui s'écarte de la verticale. Là, on a des directions qui sont... mettez-vous la tête en bas, regardez les vagues de la mer. C'est une matière complètement différente qui va... Vous verrez. Changement de perspective. Et je termine. Faites l'inventaire des types d'eau que vous avez dans votre maison. Oui, l'inventaire de l'eau.
Je vous donne la réponse, comme ça vous travaillerez un peu. C'est 15, au moins. Il y a 15 types d'eau différents. Et il ne faut pas tricher, donc vous prenez le jus de fruits, vin, tout ça, c'est une seule catégorie. Il y a 15 types d'eau différents dans votre maison. Il faut les chercher. Donc, il faut les chercher parce que chaque fois que vous ouvrez un robinet, il y a de l'eau qui coule. Et c'est tout, en fait. Après, il y a de l'eau que vous jetez. Mais réfléchissez, par exemple, au fait qu'on fait pipi et caca dans de l'eau potable et des choses de ce type qui deviendront saillantes une fois que vous aurez catégorisé à l'aligner les types d'eau et vous passerez ensuite à l'articulation fonctionnelle du cycle de l'eau à l'intérieur de la maison. Morisot a parlé de rapport diplomatique avec les vivants. Il y a eu des tentatives d'institutionnaliser cela. On a des parlements de la loi, par exemple, avec Sacha Beaujois-Gironde, qui a travaillé d'ailleurs sur la Wanganui, qui est la rivière néo-zélandaise qui a obtenu un statut juridique. On a travaillé sur l'idée d'un syndicat du plancton. Le syndicat du plancton est très important, et les diplomates éventuellement ou les syndicalistes pourraient nous aider. Parce qu'on parle aujourd'hui du plancton comme d'une entité qui nous rend des services écosystémiques. Et moi, je m'inscris un faux contre l'idée d'un service. Pourquoi il doit nous servir, le plancton? Mes collègues philosophes qui travaillent sur l'humain-animal pensent que l'animal ne travaille pas, que les vivants ne travaillent pas. Eh bien, il faut faire du forcing. Il faut rentrer un peu dans l'assiette ici, se mettre de travers. Non, l'animal travaille, les planctons travaillent. Si vous acceptez qu'il nous rend un service écosystémique, ben, il faut protéger cette activité, et pour le faire, on peut puiser dans notre ressource conceptuelle qui est tout ce que nous savons du droit du travail. Donc les forcing consistent à dire non, il travaille, mais après tout est facile. Travailler pour nous signifie avoir un travail, signifie avoir un travail dont la dignité est reconnue. L'Italie est la République démocratique fondée sur le travail. Il y a des congés payés, il y a des congés de maternité, j'espère aussi de paternité bientôt, plus conséquents. Il y a des normes contre l'harcèlement, il y a une dignité du travail, une qualité du lieu de travail, des syndicats qui protègent la médecine du travail. Il y a plein de choses que nous, on sait faire pour que le travail ne soit pas simplement une production d'un service pour quelqu'un, mais soit une activité avec une dignité. Alors, le forcing consiste à penser que les planctons, qui ne pensent pas travailler, travaillent. Et donc, quelles sont les normes qu'on peut récupérer du droit du travail pour faire en sorte qu'on reconnaisse au plancton, par exemple, la possibilité de se reposer, tout simplement. Donc, ne pas aller en mer pendant 3 mois par an. Je ne sais pas, des idées de ce type. Et au final, quelques exercices pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut absolument pas déplacer les poids des choix vers les individus si les individus n'ont aucun choix. C'est immoral, c'est apolitique et c'est contre-productif parce que les individus, après, sont dans un coin, ils ne savent pas quoi faire, c'est qu'ils font. Moi, j'ai fait tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on peut faire. Je recycle A, B, C, D, j'utilise l'eau 2 fois, je vais en vélo, je fais tout, et rien ne change. Et les gens autour de moi continuent à prendre l'avion, etc. Mes collègues, 20 voyages par an en avion, enfin, on a des discussions là-dessous. Mais, justement, c'est qu'on m'a demandé de faire des choses que je ne peux pas faire. Sauver la planète. Excusez-moi. Alors, essayez, exercice, de ne pas toucher du plastique pendant un jour entier. Même nu sur le parquet de la maison, c'est plastifié, typiquement. Donc, il y a de... Essayez. Donc, faites l'inventaire du plastique que vous devez éviter de toucher. Vos lunettes, ma chemise, etc. Et, exercice final,
si vous voulez vraiment jouer la carte individuelle, que je ne vais pas vous empêcher de jouer, enfin moi-même je la joue, essayez de l'investir, comme dans ce type de travail, de ce qu'on pourrait appeler une abstention active. Donc quand je ne fais pas une certaine chose, parce que je pense qu'il ne faut pas la faire, faire tout le travail conceptuel qu'il y a derrière. Pourquoi je ne la fais pas? Qu'est-ce qui m'amène à ne pas la faire? Quel est le parcours? Donc je m'abstiens de faire une certaine chose, d'acheter par exemple un truc de plus, et investir ce geste qui est une omission, une abstention, c'est quand même un geste, ne pas faire une chose, c'est une action, d'un contenu positif. Donc un contenu qui nous donne satisfaction. Donc passer dans la modalité de ce qu'on appelle la joie militante. Donc passer dans un militantisme qui n'est pas simplement tout va mal, tout est difficile, il faut courir, mais je me récompense par les gestes que je ne fais pas. Donc voilà, merci de votre attention. Moi j'ai une question par rapport aux objets que vous qualifiez de rien. Est-ce qu'il n'y a pas des objets dans lesquels justement on a projeté beaucoup de vie? Des objets qui nous viennent du passé, de famille, des objets qu'on achète parce qu'ils nous parlent, un tableau, une œuvre d'art. Tout ça, c'est des objets où il y a de la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Désolé. Désolé. Non, mais évidemment, je peux pas. Moi, je prends les points de vue de Van Inwagen et de l'incinérateur, enfin de ce qui est. C'est la fin de tous ces objets. Hein. De tout cela aussi. Ouais, ça va être la fin de tout. La planète va exploser à un moment donné. Enfin, le Soleil va exploser. On est sur des échelles temporelles. Évidemment, il faut discuter de ça. Alors, un autre ingrédient de l'équation, un autre personnage est un philosophe qui a travaillé aussi dans le giron d'Elisabeth Spelke. Il s'appelle Paul Bloom. B-L-O-O-M, Paul Bloom. Donc Paul Bloom a travaillé surtout sur notre perception d'une sous-classe des objets Spelke, donc les artefacts. Ce qui vous intéresse là. Il y a des objets Spelke qui sont totalement naturels, un caillou, les cailloux à Etretat, par exemple. Il ne faut pas les enlever, vous savez, il ne faut pas, parce qu'ils sont trop beaux et les gens partaient avec. Donc, il y a beaucoup d'objets Spelke. La très grande majorité des objets dans le monde, c'est des objets Spelke. Une sous-classe, mais très grande quand même, ce sont les objets Bloom. Ce sont les objets sur lesquels vous avez un investissement, ce qu'on appelle intentionnel ou conceptuel. C'est-à-dire, dès que vous voyez un objet comme celui-là, votre cerveau commence à calculer très rapidement d'où ça vient, pourquoi il est là, comment il a été fait. Enfin, il y a il y a des informations sémantiques, mais aussi des éléments de pertinence du contexte qui sont mobilisés et auxquels le cerveau cherche de donner une réponse. Donc, tous les objets autour de nous, tous les objets artificiels, sont fortement intentionnalisés. Donc, il y a intentionnalisé dans le sens où il y a des intentions ou des pensées, c'est-à-dire, ils nous posent des questions essentiellement. Et votre cerveau répond tout le temps à ces questions. Pourquoi les chaises sont... par exemple, je fais un exemple. Ne regardez pas ce que j'ai fait, tournez la tête de l'autre côté. Oui. Donc voilà. Oui, là, ça nous pose des questions. Elle est couchée. Qu'est-ce qui se passait? Quelle est l'histoire de ça? Vous rentrez ici et vous voyez ça. Bon, l'instinct, c'est de la mettre debout, peut-être elle est tombée, mais finalement, elle ne peut pas tomber. Une chaise comme ça, elle est stable. Donc il y a tout un narratif qui se met en place à très grande vitesse, de façon totalement inconsciente, automatique, et qui, là, dans cet ensemble, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Bon, voilà, un élément surprenant. Donc la surprise est une variable dépendante très importante
signale que quelque chose n'a pas marché, essentiellement. Donc vous avez vos calculs ici. Il y a une fenêtre ouverte, pourquoi elle est ouverte, etc. C'est pas vrai, mais excusez-moi. Et donc, dans les mondes, je vois que c'est gênant, qu'elle reste là, personne ne fait rien, mais ça vous gêne. Il y a un appel très fort qui se met en place. Et je défie quiconque à résister plus que 10 minutes à cet appel. Quelqu'un. Et c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas... c'est pas particulièrement culturel, c'est dans toutes les cultures, enfin tout le monde a des mécanismes comme ça qui permettent tout simplement de gérer un monde compliqué. C'est Après, peut-être vous arrivez dans un endroit dans lequel toutes les chaises sont couchées, sauf une. Il y a un artiste là derrière, donc il y a toute une série de... Et on travaille comme ça aussi. Les objets sont ça. Ils nous parlent, ils sont riches, ce sont presque des humains. Presque. Ils ont une psychologie. Vous parlez à votre ordinateur, à votre téléphone, vous parlez à... Maintenant, avec l'IA, évidemment, ça devient encore plus amusant, tout ça, brouillé, je dirais. Et donc, la question est celle de... moi, j'ai dit, justement, dommage, c'est comme ça, mais il faut aussi travailler sur ça. Parce que la surintentionnalisation des objets, la surintentionnalisation de notre environnement, c'est une des causes de la crise de l'Anthropocène. De la crise de l'Anthropocène. Il y avait un marxiste célèbre, Lefebvre, qui avait suggéré que, j'oublie son prénom maintenant, Henri peut-être, Henri Lefebvre. Bon, le capital a colonisé tout ce qu'il pouvait dans les mondes, dans cette logique qu'aujourd'hui on appelle extractive. Et quand le colonialisme a dû s'arrêter parce qu'il y a eu la décolonisation plus ou moins réussie dans les pays qui étaient occupés par l'Occident Nord, le capital a colonisé la vie quotidienne. Il est rentré dans... Mais une partie de ma famille étaient des paysans, et ils avaient des couteaux et des fourchettes, des couverts qui étaient en bois. Et bon, à la besogne, un peu comme les objets que Descola a décrits dans Les Lances du crépuscule, enfin, créés à la besogne, et puis... Et le capital a colonisé nos vies. On a un nombre d'objets qui est totalement invraisemblable. Des centaines de jouets dans des familles standards, des centaines, il y a des décomptes qui sont faits. On peut imaginer que ce n'est pas la cause du problème, mais c'est difficile de penser que ce n'est pas la cause du problème. Donc il faut... Et si tous ces objets étaient complètement recyclables? C'est un mythe. On le sait très bien pour le plastique. Plastique, il y a une fraction, je crois que c'est autour moins de 10% qui est recyclable, donc moins de 10% qui est recyclé, donc 1% de plastique. Le recyclabilité, là j'ai dit une chose qui est peut-être, on pourra me l'objecter, mais je crois que c'est une étiquette que mettent les producteurs de plastique sur du plastique pour continuer à produire du plastique. Je disais, voilà, si on imaginait que tout était recyclable, ça ne poserait pas de problème. Mais la solution, sauf que c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Tout doit être réusable. Et moi, dans les livres, je parle d'un monde à contraintes qui est le bateau. Sur un bateau, vous avez une infinité de contraintes qui sont nécessaires pour avoir le maximum de liberté en mer. Donc, il faut intégrer la contrainte. Il y a deux contraintes qui vont dans un sens opposé, complètement opposé. C'est la redondance. Si ça casse, on ne peut pas téléphoner à quelqu'un pour que vous l'emmène. Il faut de la redondance. Il faut 2 de chaque, typiquement, 3 parfois. Sur un bateau, il y a un autre bateau, et puis il y a encore un autre bateau. Et la frugalité, parce que l'espace est réduit. On ne peut pas ramener un supermarché à un bateau. Les deux choses vont dans une direction opposée. Donc, votre question a une réponse, à un sens, dans la recherche de où positionner les curseurs entre la redondance et la frugalité. Et typiquement, on fait du recyclable ou du multifonction. Typiquement, sur un bateau, les objets servent à beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec les mêmes objets. Et on s'assoit sur des coffres, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Et ainsi de suite. Non, parce que le monde des plantes et le sol montre que quand tout est recyclable, tout est infini. Mais c'est recyclé à 100%.
Oui, mais si vous me dites qu'on peut créer des objets biologiques dans mon environnement, donc le Bio-Inspire Solution, vraiment pas Bio-Inspire, mais c'est vraiment bio. Donc on a un cahier biologique qui est vraiment biologique, au sens où il est vivant. Et au bout d'un moment, il s'auto-efface ou il moisit, et puis ça devient encore quelque chose d'autre. Enfin, pourquoi pas? La recherche doit partir là. Aujourd'hui, on sait faire du papier avec des micro-organismes, sans polluer. On ne le fait pas parce que ça coûte cher. On ne le fait pas parce que ça coûte cher, parce que ceux qui polluent ne payent pas leur pollution. On pourrait faire ça aussi, c'est que la pollution. De toute façon, ça coûte de l'énergie quand même. Ah oui, mais... Enfin, pour moi, tout ça, c'est le symptôme aussi de la dépendance et du manque de liberté. En fait, on a l'impression d'être libre parce qu'on a plein d'objets, et en vérité, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est que plus on a d'objets, moins on est libre. Et là, il y a vraiment un paradoxe tout à fait mis en scène dans le productivisme et dans la répétition à l'identique, etc. Et la répétition à l'identique en plus, ça ternit notre esprit d'aventure. Complètement. Mais je suis d'accord, je vous entends totalement. Mais si vous voulez, là, c'est vraiment une question juste d'où on va intervenir. Parce que là, vous travaillez sur les causes à ce moment. Non, c'est pas sur les causes, c'est sur l'analyse. Et après, moi, j'aimerais changer le regard sur les objets. Donc, les objets nous rassurent, par exemple. Typiquement, on les achète parce que ça nous rassure, parce qu'on a des rites, plein de raisons. Mais moi, j'aimerais bien que les objets rentrent dans nos maisons et ils nous perturbent. C'est du néant. Enfin, ce qu'il soit. Par exemple, vous parlez de l'expérience en bateau, qui est effectivement très intéressante. On est dans un monde fini, et plus le monde est fini, quelque part, plus l'ingéniosité et le manque d'apparence d'infini, ça nous permet d'expérimenter la liberté. Je repense à une expérience très intéressante qu'on a fait avec Alain d'une façon involontaire. Un jour, on a loué un Airbnb et il y en a un qui m'a attiré plus. Je n'avais pas compris l'intérêt de la chose. C'était une petite maison en bois, une petite cabane en fait, qui était louée par quelqu'un qui avait fait en bois bulgare, et il allait toujours en Bulgarie ou dans des pays qui sont moins sophistiqués que les nôtres. Il y a encore beaucoup de choses rustiques, entre guillemets. Et il avait reconstruit une cabane exactement à l'identique. Et dans cette cabane, il n'y avait ni électricité ni eau. Et on passait 3 à 4 jours dans une cabane sans électricité et sans eau. C'est pas vrai, en fait. Il y avait du solaire, si on voulait avoir un tout petit peu la façon où il y avait, si c'était l'hiver, un tout petit chauffage à bois, un tout petit poêle à bois. Et au niveau de l'eau, c'était très intéressant parce qu'il y avait juste un petit contenant que sans doute on allait chercher nous-mêmes. Et on savait qu'on allait utiliser comme en bateau cette eau pendant 3 jours pour laver les choses, pour éventuellement se laver où il y avait une petite douche dehors, etc. Et même les gens qui ne sont pas en fait dans cette expérimentation de la simplicité dont parlent certaines personnes, les zadistes et tout ça, qui est vachement intéressant, on pouvait l'expérimenter au moins 3 jours. Et en fait, moi, je me suis aperçue que c'était passionnant parce que cette histoire de l'eau, de tout d'un coup, évidemment, il ne s'agissait plus de faire couler les robinets, puisque là, l'esprit humain étant intelligent et limité, on savait très bien que ça n'avait pas de sens. Et on se mettait à aimer 1000 fois plus cette eau, à la respecter, à la diviniser presque, avoir un côté ludique d'échange avec elle. On l'humanisait presque, je dirais. Et en fait, sortie de cette expérience, en fait, moi, pendant des mois, j'ai fait beaucoup plus attention à l'utilisation de l'eau. C'était plus une histoire de volonté de cerveau. Je me suis dit, cette expérience, tout le monde devrait la faire. Le ministère de l'Environnement devrait proposer à tous les gens qui n'ont pas la possibilité de vivre ça, de le vivre 2 ou 3 jours dans leur vie pour comprendre. C'était pas la peine de faire une conférence, c'était pas la peine de faire un film documentaire, c'était pas la peine. Non, il faut vivre, je suis d'accord, il faut s'immerger là. Juste pour l'anecdote, en transat, nous, on n'avait pas vraiment le droit de nous doucher, donc juste l'eau de mer. Et au bout d'un moment, on est un peu... Merci. Oui, mais désolé, mais...
Et quand même, on pouvait prendre une douche toutes les 4-5 jours avec 1 litre d'eau. Et ça se fait parfaitement. Il faut juste laisser un rivoulet qui descend et ça vous lave complètement. Ça dessale. Enfin, Et il y a un plaisir ludique, créatif, expérimental. Oui, qui rend une jouissance du corps, c'est différent. Enfin, on n'est pas juste arrosé. Quand on est citadin, on a de l'eau courante. Enfin, en France, voilà. Chez nous. Nous, par exemple, à la montagne, l'eau, elle est souvent polluée. Donc, ça arrive régulièrement qu'on n'ait plus accès à cette eau. Et bien, voilà, tout d'un coup, l'expérience est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on est pris un peu au dépourvu quand même, parce qu'on a tellement l'habitude, mais c'est vrai que c'est bien de le vivre aussi, enfin, rétrospectivement. Parce que sur le coup, avec les enfants, les machins, les trucs, et la vie quotidienne, eh ben, le fait de ne plus pouvoir utiliser l'eau, elle est là, mais on ne peut plus l'utiliser, à moins de la faire bouillir 3 fois, eh ben, on est obligé de changer complètement ses habitudes. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est très intéressante, évidemment, hein, et pleine de choses, mais vécue pas du tout de la même façon. Parce que voilà, l'eau, elle est juste polluée, ou alors il n'y en a plus, elle est amenée par les camions citernes, parce qu'on est dans un pays calcaire, et donc il n'y a plus d'eau, et voilà. Et là, c'est subi, et c'est vachement différent. On apprend aussi, mais un peu plus avec le bâton, quoi. Voilà, c'est surtout que c'est une eau malade, quoi. Oui. Vous souffrez de la maladie de cette eau. En fait. Oui, mais de toute façon, progressivement, on y viendra tous. Enfin, pardon, je ne veux pas être un peu négatif. mais ça commence par les montagnes et l'eau de source, quoi. Et puis, c'est quelle montagne? Petit à petit, c'est le Jura, c'est le massif du Jura. Mais après, tout le monde le vit. Enfin, les bergers, ils descendent, ils font leur descente d'alpage plus tôt parce qu'ils n'ont plus d'eau. Tout l'été, ils ont le stress hydrique, alors que normalement, ça se fait pendant l'été, pas à l'automne, le stress hydrique. Donc c'est vrai que c'est du vécu, et c'est vrai que le fait de le vivre, chacun à sa façon, c'est différent que de l'entendre.